Donc, continuons notre travail. On avait répondu à P. On a même donné sa négation. P est vrai, sa négation l'a donné. Maintenant, Q. Q est-il vrai ou faux? Q dit quoi? Q dit que à chaque fois qu'on prend un is dans 0,1, il existe epsilon positif tel que intervalle ouvert is moins epsilon à is plus epsilon est inclus dans 0,1. Essayons de visualiser ça graphiquement. On dit que quand on prend l'intervalle ouvert 0,1, à chaque fois qu'on prend un is de cet intervalle, un is de 0,1, on peut trouver un réel epsilon positif pour lequel l'intervalle is moins epsilon à is plus epsilon est encore inclus dans 0,1. Graphiquement, je vois que c'est possible. Voilà, je peux toujours trouver un epsilon tel que qu'on fait is moins epsilon à is plus epsilon. Les deux points, is moins epsilon, is plus epsilon, sont toujours entre 0 et 1. Je peux le faire, il existe un epsilon. Et à chaque fois, même si on prend le is très proche de 0 ici, là, on peut toujours trouver un epsilon très petit. Quand on fait is plus epsilon à is moins epsilon, on va encore tomber sur le segment. Et on va rester encore dans 0. C'est possible donc de le faire. C'est qu'à chaque ici, il est possible de trouver un epsilon qui fait l'affaire. On peut même donner une valeur explicite. On peut expliciter même epsilon en fonction de x. On peut même le faire. En quoi faisant par exemple? Donc le Q est vrai. Q, il est vrai. Maintenant, ça donne une justification. Quand vous prenez un is, ici, voilà, pour trouver un epsilon qui fait l'affaire, il suffit de prendre epsilon égale le plus petit nombre entre la plus petite distance là. Vous comparez la distance entre 0 is et la distance entre is et 1. Vous prenez le plus petit des deux. Et puis vous prenez ça comme epsilon. Ici, c'est ça là qui est le epsilon. Donc vous voyez que is moins epsilon à is plus epsilon est toujours dans 0,1. Mais si il arrivait qu'on prend is très proche de 1, on va prendre comme epsilon la distance là. Donc on va voir que is plus epsilon à is moins epsilon sera dedans. En gros, epsilon c'est le plus petit des deux distances. Distance entre is et 0 et distance entre is et 1. C'est-à-dire on peut prendre epsilon égal à minimum. Voilà, on peut prendre epsilon égal à min de valeur sur de is et valeur sur de is moins 1. Ça fait l'affaire. Donc la négation de Q, bon, on remplace juste les quantificateurs universels par les quantificateurs essentiels et vice versa en prenant soin de prendre la négation de voilà, la négation de is moins epsilon à is plus epsilon est inclus dans 0,1. C'est is moins epsilon à is plus epsilon n'est pas inclus et n'est même pas égal à 0,1. Donc c'est ça. Maintenant, question suivante. Soit I un intervalle de R et F défini I de R une application. Traduis chacune des phrases suivantes en langage mathématique à base des quantificateurs du connecteur implique, puis exprimer la proposition obtenue en utilisant la contraposition. Donc d'exprimer F est croissante. C'est quoi? Que veut dire F est croissante? Sur I, bien évidemment. Donc, bon, vous savez depuis la classe de seconde qu'on dit d'une fonction qu'elle est croissante lorsqu'elle défie cette... ce que je viens d'écrire, c'est cet énoncé. Pour tout X, Y élément de I, X est inférieur ou égal à Y implique que F de X est inférieur ou égal à F de Y. Et c'est compréhensible. Voilà, cette définition est compréhensible. Si, par exemple, en 2010, M. Kofi avait 100 francs, en 2012, M. Kofi a 200 francs, en 2025, M. Kofi a 10 000 francs, on remarque que quand l'année augmente, le montant de quoi? Le montant qu'a M. Kofi augmente. On va dire que le montant de M. Kofi est une fonction croissante de l'année. C'est-à-dire quand le X est plus petit que le Y, le F de X est plus petit que le F de Y. C'est ça une fonction qui est croissante. Est-ce que vous voyez? Maintenant, la contraposition. Que veut dire contraposition de... Bon, contraposé de P implique Q. On parle de contraposé d'une implication. La contraposée de l'implication P implique Q, c'est l'implication équivalente non Q implique non P. C'est ça. Donc, P implique Q, sa contraposée, c'est non Q implique non P. Et les deux ont la même valeur de vérité. C'est-à-dire, P implique Q, si P implique Q est vrai, non Q implique non P est vrai. Si P implique Q est faux, non Q implique non P aussi est faux. Les deux disent exactement la même chose et c'est compréhensible. Si on vous dit que P est la cause de Q,
Q est donc quoi? La conséquence de P. Q est l'effet de P. Ce qui veut dire que quand il n'y a pas, si on n'a pas observé l'effet, c'est qu'il n'y a pas la cause. S'il n'y a pas la conséquence, c'est qu'il n'y a pas la cause. C'est-à-dire, donc s'il n'y a pas Q, alors il n'y a pas P. Si P est à l'origine de Q, si P entraîne Q, s'il y a une relation de causalité entre P et Q, alors s'il n'y a pas Q, c'est qu'il n'y a pas P. Voilà, donc P implique Q dit la même chose que non Q implique non P. Donc, quand on me demande de donner la contraposée de cette implication, ça c'est P, ça c'est Q. Donc, vous écrivez non Q implique non P. Donc, inférieur égal. Le contraire de inférieur égal, c'est strictement supérieur. Voilà, donc la contraposée sera alors f de i strictement supérieur de y implique que i strictement supérieur à y. En prenant soin de recopier, quel que soit ici y élément de i. Ensuite, définition d'une fonction injective. C'est ce que l'énoncé a demandé. F est injective. F est injective au B. Donc, F est injective. Bon, par définition, F est injective veut dire que quel que soit ici y élément de i, f de x égale f de y implique erreur de saisie, implique que i est égal à y. Voilà. On dit de f qu'elle est injective lorsque ça vérifie ça. Et donc, la contraposée, comme je viens de le dire, on prend la négation de ça. Donc, ça fait x différent de y implique que, et la négation de ça, c'est f de x différent de f de y. Voilà. On passe à la question suivante. Question 4. On pose G défini R est défini par G de x égale à 1 moins x carré sur 1 plus x carré. En discutant suivant la valeur de y, résoudons R l'équation G de x égale à y. Bon, vous faites ce genre d'exercice-là depuis la classe de seconde. Vous voyez les bases mathématiques. On essaie de vérifier si vous avez les bases pour faire les maths ou bien pour faire les sciences en général au niveau universitaire. Donc, l'équation, de résoudre l'équation G de x égale à y suivant les valeurs de y. Donc, résolvons l'équation G de x égale à y suivant les valeurs de y. Donc, on remarque que, voilà, lorsqu'on résout l'équation G de x égale à y, ça équivaut à quoi en fait? 1 moins x carré sur 1 plus x carré égale à y, n'est-ce pas? Donc, ça équivaut à ça. Donc, rapidement, on fait produit extrême égal à produit moyen. Et après, développement de la barre y plus y x carré ici. Comme c'est x qui est inconnu, y ici n'est autre qu'un paramètre. C'est un paramètre, c'est x que nous cherchons. Donc, pour cela, on regroupe les x à côté. Donc, vous aurez x carré plus y x carré. Et en mettant x carré en facteur, vous aurez ceci égal à l'autre là. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on a envie de tirer x carré. Mais celui qui ici tire directement x carré, dit que x carré, ça fait 1 moins y sur y plus 1. Bah, il a tort. Ça manque beaucoup de rigueur. Ça manque de rigueur. Parce que vous ne pouvez pas écrire A sur B sans vous assurer que B est différent de 0. Domaine de définition, classe de seconde. Donc, avant de tirer x carré, il va falloir que je m'assure que y est plus 1 est différent de 0. C'est pour cela la discussion commence en même temps. Donc, en discutant suivant la valeur y, c'est ça. Il faut donc être rigoureux voilà, pour savoir quand la discussion s'impose. Donc, il faut discuter lorsque y plus 1 est égal à 0. Donc, si y plus 1 est égal à 0, c'est-à-dire si y est égal à moins 1, posons y égal à moins 1. Dans ce cas, vous remplacez y par moins 1 dans la relation. Vous aurez ici 0 et ici en remplaçant y par moins 1, vous aurez 1 moins 1, c'est-à-dire 2. 0 ne peut pas être égal à 2 quand même. Donc l'ensemble solution est vide, puisque là-bas, on ne peut pas trouver de i, hein. 0. Voilà, 0 ne peut pas être égal à 2. Donc l'ensemble solution est vide. Maintenant, le cas y est différent de moins 1. Là, vous avez le droit de diviser par y plus 1. Vous pouvez diviser cette fois-ci. Mais n'allez pas prendre i égale à racine carrée en même temps. Que i carré égale à a, donc i égale à racine de a. Pas forcément. Hein. Il faut s'assurer si a est positif ou pas. Donc il faut aller connaître le signe de 1 moins y sur y plus 1. Mais regardez, le signe de 1 moins y sur y plus 1. C'est le signe de 1 moins y fois y plus 1. Hein. C'est-à-dire a sur b et a fois b, a sur b et a fois b ont le même signe. 1 moins y sur y plus 1 a le même signe que 1 moins y fois y plus 1. Ça là, c'est un polynôme. Vous pouvez écrire son signe directement. C'est pour cela que, au lieu de donner le signe de ça, je préfère donner le signe de ça. Ils ont le même signe quand même. Voilà. Comme ça là, c'est un polynôme et que vous connaissez les règles sur les polynômes au niveau de la détermination de signes. Vous pouvez donc le faire comme ça. Donc les zéros de ce polynôme sont moins 1, 1. Donc son coefficient, bien, son monôme de plus haut degré, c'est moins y carré. Donc le polynôme, il est négatif ici. Et positif dans l'intervalle formé par les zéros. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, on peut discuter.
Dans le cas où y est dans moins l'infini à moins 1, union 1 à plus infini, nous remarquons que le rapport 1 moins y sur y plus 1 est négatif. Moins moins. Et comme étant négatif, nous allons dire quoi? Si 1 moins y sur y plus 1 est négatif, est-ce que x carré peut être égal à ça? Est-ce que x carré peut être égal à un nombre qui est négatif? Non, x carré ne peut jamais. X carré qui est positif ne peut pas être égal à un nombre qui est négatif. Dans ce cas, l'ensemble solution est encore vide. Maintenant, il reste à traiter le cas y appartenant à moins 1. Dans ce cas, on remarque que 1 moins y sur y plus 1 est positif. De ce fait, on peut tirer is. Donc, is, ça fait soit racine carrée de 1 moins y sur 1 plus y, soit moins racine carrée de 1 moins y sur 1 plus y. Ce qui donne l'ensemble solution qui est constitué de deux choses, de deux nombres réels, à savoir moins racine carrée de 1 moins y sur 1 plus y et plus racine de 1 moins y sur 1 plus y. Bon, il reste le cas particulier y égale à 1. C'est bon. Donc, dans ce cas, on remarque que quand on place y par 1, on aura 0 sur 2, c'est-à-dire 0. X carré donne 0, donc x doit donner 0. Ce qui fait que l'ensemble solution, c'est le singleton 0. Donc, à la question suivante, au petit b, l'énoncé demande de déduire G de R. Il va falloir que vous maîtrisez la notion d'image directe pour pouvoir vous en sortir. Est-ce que vous voyez? C'est quoi l'image directe d'un ensemble A? G de A. C'est en fait l'ensemble des valeurs de G de Is, tel que Is est l'élément de A. C'est ça. L'ensemble des valeurs de G de Is. L'ensemble des valeurs G de Is, tel que Is varie dans A. C'est-à-dire G de R, en fait, c'est quoi? C'est l'ensemble des G de Is tout court, avec Is élément de R. C'est-à-dire, l'énoncé vous demande où, dans quel ensemble se trouvent les G de Is. Les G de Is, là, ils appartiennent à quel ensemble? Voilà. Or, nous avons eu à résoudre l'équation G de Is égale à Y. Et nous avons remarqué que cette équation, l'équation G de Is égale à Y, quand on prend l'équation G de Is égale à Y là, on a remarqué que pour Y appartenant à moins l'infini, moins union 1 à plus infini, ça n'a pas de solution. C'est que la seule fois où on a trouvé des solutions, c'est sur moins 1 à 1 et en 1 aussi. Donc, c'est seulement les Y de moins 1, 1. Comme ça. C'est seulement les Y de l'intervalle ouvert sur moins 1, fermé sur 1. De cet intervalle, c'est seulement ces Y-là, voilà, qui ont un Is comme antécédent. C'est seulement les Y de moins 1, voilà. C'est seulement ces Y-là qui permettent à l'équation G de Is égale à Y d'avoir au moins des solutions. Donc, à la réponse, où se trouvent les G de Is? Bon, les G de Is se trouvent dans l'intervalle moins 1, 1. Les G de Is se trouvent dans l'intervalle moins 1, 1. C'est tout. Voilà. Donc, G de R, c'est moins 1. Donc, il va falloir comprendre clairement l'image, la notion d'image directe pour pouvoir savoir où se trouvent les G de Is. Les G de Is ne peuvent pas se trouver dans moins l'infini, moins 1, union 1 à plus infini. Parce que dans ce cas, il n'y a pas de Is qui fait l'affaire. Voilà. G de Is ne peut pas être égal à moins 1. Parce qu'on aurait 0 égal à 2. Ce n'est pas possible. Donc, le seul cas où voilà, on a une valeur de Is possible, c'est dans le cas où G de Is appartient à moins 1, 1. Moins 1 ouvert à 1 fermé. Donc, G de R, c'est ça. C'est moins 1 ouvert à 1 fermé. Donc, on continue avec la question 6. Donnez la définition en langage courant de la borne inférieure de Is. Quand elles ont dit que Is a pour borne inférieure, quand elles ont dit que A est la borne inférieure de Is. Bon, prenons un exemple pour fixer l'idée. Quand on prend l'intervalle 1, 2, vous dites que sa borne inférieure c'est 1, n'est-ce pas? Mais en fait, 1 c'est quoi pour l'ensemble? 1, 2. 1, vous remarquez que 1, si je note Is cet ensemble, 1 est plus petit que tout ce qui est dans 1, 2. 1 est un nombre réel qui est plus petit que tout ce qui est dans 1, 2. On dira que 1 est un minorant de l'ensemble grand Is. Mais il n'y a pas que 1. On peut prendre 0 par exemple. 0 est plus petit que tout ce qu'il y a dans Is. On dira que 0 aussi est un minorant de Is. Moins 1 est un minorant de Is. Il y a une infinité de minorants. Moins 20, moins... Tout ça là, ce sont des minorants de Is. Mais entre tous ces minorants, celui qui est le plus grand, c'est quoi? Si on prend 1, 2. Les minorants sont ici, de ce côté. Ils sont 1, voilà. Les nombres plus petits que 1, 0,9, 0,8, ainsi de suite. Donc, le plus grand des minorants, tous ces minorants, le plus grand des minorants, c'est 1. On va dire que 1 est la borne inférieure de Is. C'est-à-dire, la définition, c'est quoi? Si on dit que A est la borne inférieure de Is, ça veut dire que A est le plus grand minorant de Is.
Voilà, ça c'est un langage courant, c'est-à-dire sans symbole mathématique. C'est ça. Donc c'est ce que nous allons répondre à la question 6. On va dire que A est le plus grand minurant de Is. C'est ça qui veut dire A est la borne inférieure de Is. Donc ici, la borne inférieure, A est la borne inférieure de Is signifie que A est le plus grand des fonctions, des minurants de Is. Maintenant, on demande de donner une caractéristique avec des epsilons de la borne inférieure. Bah, prenons toujours l'exemple de l'intervalle 1, 2. Voilà. On remarque que si 1 est le plus grand minurant, si 1 est vraiment le plus grand des minurants de Is, ça veut dire que 1 plus epsilon, qui est plus grand que 1, ne doit pas être un minurant. 1 est le plus grand des minurants. Donc 1 plus epsilon est plus grand que 1. Donc lui ne peut pas être un minurant. Puisque c'est 1 qui est lui le plus grand. Voilà. Donc quand on fait 1 plus epsilon, si ce n'est pas un minurant, ça veut dire qu'il y a un élément plus petit que lui. Il y a un élément de Is qui est plus petit que lui. Voilà. Donc on peut trouver un Is comme ça, qui est entre les deux. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que si A est la borne inférieure de grand Is, alors quand on va faire A plus epsilon, forcément il y aura un élément de l'ensemble grand Is qui va s'interposer entre A et A plus epsilon. C'est ce qu'on remarque. Quand je fais 1 plus un nombre réel positif, je vais forcément trouver un élément de l'intervalle 1, 2 qui s'interpose entre 1 et 1 plus epsilon. Epsilon étant positif. Ouais, ça. Donc, c'est ça que l'on demande à la question 7. C'est ce que nous écrivons en langage formel, que pour tout epsilon positif, il y a un élément de l'ensemble de la Is qui s'interpose entre A et A plus epsilon. Voilà. Tel que A inférieur égal à I, ça, strictement inférieur à A plus epsilon. Donc, dernière question, 8. Montrer que chacun des ensembles suivants est un intervalle dont on aura la borne inférieure. On prend Is1 égale à l'intersection n allant de 1 à l'infini, de moins 1 sur n à 2 plus 1 sur n. Donc, analysons ensemble. Donc, Is1, c'est égal à l'intersection n allant de 1 à plus infini, de moins 1 sur n à 2 plus 1 sur n. Si on donne un nom à cet ensemble, on l'appelle par exemple I indice n. Cela veut dire que c'est l'intersection n allant de 1 à plus infini de quoi? De I indice n. Ce qui donne I1 inter I2, inter I3, inter I4, ainsi de suite, hein, jusqu'à l'infini. Maintenant, examinons graphiquement comment se comportent ces intersections-là. I1, c'est quel intervalle en fait? Si vous faites I1, c'est l'intervalle moins 1 à 2 plus 1, c'est-à-dire à 3. Et I2, c'est quel intervalle? I2, c'est l'intervalle moins demi à quoi? 2 plus demi, c'est 5 demi. I3, c'est quel intervalle? C'est l'intervalle moins tiers à 2 plus 1 tiers, c'est-à-dire à 7 tiers. Si vous essayez de représenter I1 par exemple, I1 fermé sur moins 1, ouvert sur 3. Donc faisons I1 inter I2, voir ce que ça donne. I1 inter I2. Donc I2 c'est moins demi à quoi? À 5 demi. Donc qu'est-ce qu'il y a en commun entre l'intervalle? Où se couvrent les deux intervalles? Moins 1 à 3, moins 1 à 3 et maintenant moins demi à 5 tiers. Leur intersection c'est ça, puisque celui-là il est inclus dans le premier. Donc l'intersection de I1 et I2 c'est I2 en fait. C'est ce qu'on remarque. Que quand on fait I1 inter I2, on trouve quoi? On trouve I2. Donc on remarque que quand on fait I1 inter I2 là, on trouve I2. Parce que I2 est inclus dans I1. Maintenant, si on fait I2 inter I3, en fait, moins tiers est plus petit que moins demi. Moins tiers quelque part ici. 7 tiers là, quand vous calculez, c'est plus petit que 5 sur 2. 5 sur 2, c'est 2,5. 7 tiers, c'est peut-être 2, quelque chose, mais bon, quand même pas 2,5, c'est plus petit que 2,5. Donc 7 tiers, il est, en fait, donc ce qui fait que l'intervalle I3 est inclus dans l'intervalle. I3 c'est ça. I3 est inclus dans I2. Donc quand on fait I1 inter I2 inter I3, on sait que I1 inter I2 c'est I2. Donc on va donner I2 inter I3. Puisque I1 inter I2 c'est I2. Maintenant comme on voit que I2 est inclus dans I3, donc l'intersection là va donner quoi? Comme on voit que I3 plutôt, est inclus dans I2, l'intersection là va donner I3. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que les intervalles sont emboîtés les unes dans les autres. C'est-à-dire I2, il est inclus dans I1, I3, il est inclus dans I2, I4, on va remarquer qu'il sera inclus dans I3, ainsi de suite.
Ce qui fait que l'interaction m'a donné en quelque sorte I indice infini, le dernier I quoi. I1 inter I2 inter I3 donne I3. Vous allez remarquer que I1 inter I2 inter I3 inter I4 va donner I4. I1 inter I2 inter I3 inter I4 inter I5 inter I6 inter jusqu'à I10 ça va donner I10. C'est-à-dire en gros, à la fin on va obtenir I indice l'infini. En quelque sorte, bon, c'est entre griffes en fait. Mais c'est quoi I indice l'infini? Il suffit de faire tendre moins sur n vers l'infini. Et n vers l'infini plutôt pour voir moins sur n tend vers quoi? Quand n tend vers l'infini là, moins sur n tend vers quoi? Moins sur n tend vers 0. Et 2 plus 1 sur n. Quand n tend vers plus l'infini, 2 plus 1 sur n tend vers quoi? Ça tend vers 2. Est-ce que vous voyez? C'est ça. C'est-à-dire qu'on remarque que moins 1 sur n tend vers 0. 2 plus 1 sur n tend vers 2. Moins 1 sur 0 et 2 sont dans 0 et 2 sont dans I1. Hein. Moins 1 sur n est toujours plus petit que 0. 0 qui est plus petit que 2, 2 est plus petit que 1 plus 1, 2 plus 1 sur n. Donc 0 et 2 appartiennent à IN. Quoi. 0 et 2 appartiennent à IN. Donc ils appartiennent à I1. Donc finalement l'interaction, le I indice infini, comme moins 1 sur n tend vers 0 et que 2 plus 1 sur n tend vers 2, le I indice infini c'est comme 0, 2 en fait. Mais comme 0 et 2 sont dans I1, c'est-à-dire 0 et 2 sont dans, entre moins 1 sur n et 2 plus 1 sur n, quelle que soit l'entière n, on peut conclure que I1 c'est quoi? C'est le segment 0, 2. Mais ceci est une analyse, pas une démonstration, c'est une analyse. Vous pouvez en donner une preuve. Nous l'avons fait au TD la fois passée. Voilà. Donc si vous avez des questions après, vous laissez en commentaire. De préférence, vous venez au TD et on gère ça. Donc vous pouvez faire la même chose pour IS2. Le raisonnement est assez facile. Pour IS2 aussi, vous pouvez faire la même chose. Ce que nous venons de faire pour IS1, voilà. Nous l'avons fait d'ailleurs au TD encore. Donc voilà, c'est le résultat qui a été rédigé. J'espère que vous avez compris, sinon vous laissez vos questions et nous continuons le reste en présentiel.